Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec la Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre invitée est Mathilde Panot, députée La France Insoumise. Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. Vous êtes née à Tours en 1989 et vous êtes l'un des nouveaux visages de l'Assemblée nationale. Il y a tout juste un an, vous avez été élu dans la 10e circonscription du Val-de-Marne, le fief communiste de Maurice Thorez à Ivry. Mais vous avez remporté cette élection donc face à une candidate La République En Marche, ce qui, vu le contexte de l'époque, n'était pas gagné d'avance. Vous faites partie des 17 députés membres du groupe La France Insoumise, une formation politique que vous avez rejoint après vos études à Sciences Po Paris et un début professionnel dans le monde associatif au service des habitants des cités sensibles d'Île-de-France. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Corinne Laurent pour La Croix. Bonjour. Par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Mazenot pour RCF. Avant de passer en revue l'actualité de la semaine, une question plus personnelle, puisque votre visage n'est pas encore familier de tous les téléspectateurs et auditeurs. Quelles sont les racines de votre engagement politique ? C'est une histoire familiale ? C'est une vocation à Sciences Po ? C'est pas tellement une histoire familiale, même si dans ma famille, au sens large, il y a beaucoup de gens engagés, notamment en milieu associatif, mais c'est d'abord un refus devant la misère extrêmement présente en France, dans un pays aussi riche qu'est le nôtre. Et donc, depuis mes 18 ans, en fait, je suis engagée en association, particulièrement dans ce qu'on appelle les quartiers populaires, parce que je refuse qu'il y ait des telles inégalités dans un pays aussi riche que le nôtre. Là, vous avez notamment, je crois, été à ATD Quart Monde. Vous avez pendant pratiquement 10 ans. À Tours et à Paris. Non, du coup, j'ai commencé à Nancy, ensuite j'en ai aussi à Berlin, à Paris, enfin voilà, donc j'ai fait à différents endroits avec des bibliothèques de rue parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont un accès aux livres qui est seulement un accès de contrainte si ça se passe pas très bien à l'école et que les parents ne lisent pas pour plein de raisons. Donc il y avait un rapport de plaisir aux livres avec ces bibliothèques dans la rue, et puis des universités populaires, du théâtre de l'opprimé, enfin beaucoup de choses sur la dignité des gens en fait. Eh bien on va y revenir. Pour commencer cette première partie de Face aux chrétiens, une question de Corinne Laurent, La Croix. Oui, vous êtes députée depuis un an. Quel bilan tirez-vous de cette première année de vie parlementaire ? Est-ce que trop de textes sont examinés ? Je ne crois pas que c'est tellement la question qu'il y ait trop de textes, parce que si c'était des textes qui engageaient la transition écologique, qui faisaient le partage des richesses, nous serions d'accord pour avoir beaucoup de textes. Le problème qu'on a avec cette première année de mandat, c'est de se rendre compte à quel point nous sommes dans une 5e République, avec un gouvernement qui décide de tous les textes pratiquement qui sont menés à l'Assemblée nationale, et que l'Assemblée nationale n'a pratiquement plus de pouvoir. En fait, nous sommes pris pour une chambre d'enregistrement, avec en plus une majorité pléthorique pour La République En Marche, où très concrètement, on méprise complètement les arguments des parlementaires d'opposition, on méprise ce qu'en disent les associations, les professionnels, etc. Et un des exemples qui était quand même frappant, c'est au moment où il y avait eu le texte de loi, le projet de loi sur les violences sexistes et sexuelles. Il y avait une grande controverse sur l'article 2, et notamment avec une tribune qui a été faite par la première ministre des Droits des Femmes, par des pontes d'aide des femmes, d'aide aux victimes associatives, etc. Et Marlène Schiappa, la seule chose qu'elle a réussi à nous répondre, c'est « vous jouez le jeu des agresseurs ». Et c'est quand même, en termes d'argumentaire, problématique, en fait. Donc, en fait, ce n'est pas tellement le problème de texte, mais c'est le fait que le pouvoir des parlementaires n'est pas aujourd'hui respecté et qu'on en arrive dans un rythme où, en fait, concrètement, on demande à des gens d'être des surhommes et des surfemmes et de passer les jours et nuits dans l'Assemblée. Et nous, ce n'est pas notre conception de la vie politique et de la vie publique. Une question de Romain Mazenot pour RCF. Emmanuel Macron a réussi à installer le match entre lui et Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, il est perçu par beaucoup de Français comme l'opposant numéro 1. Mais est-ce que ça suffit ? Est-ce qu'il n'est pas temps, à présent, de rassembler plus largement au-delà de la France insoumise ? Alors ça, c'est ce qui se fait déjà. On a eu déjà le 5 mai avec la fête à Macron, on a eu les marées populaires, et on voit bien... Ça n'a pas été un vif succès. Ah si, quand même. Si. Il n'y a jamais eu de manifestation aussi grande sous le mandat de Macron, avec 280 000 personnes dans la rue, 200 villes dans lesquelles... Voilà. En totalité, sur l'ensemble des villes de France. Oui, mais alors ça, c'est intéressant de voir qu'à chaque fois qu'on fait une manifestation, à chaque fois...
eh ben, c'est déjà inscrit partout, que de toute façon, c'est un échec. Et nous, ce qu'on essaye de faire avec tout ça, c'est de décloisonner les milieux politiques, syndicaux et associatifs, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des raisons d'être en colère contre Macron, parce qu'il y a eu les baisses des APL, la hausse de la CSG, la suppression des contrats aidés. Enfin, il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont des raisons d'être en colère contre Macron. Et en fait, ce qu'on fait avec ces grandes manifestations, parce que ce sont des grandes manifestations, avec les grèves qu'il y a un petit peu partout, où ça crispe de partout, c'est en fait de lutter contre la résignation, de dire que nous ne sommes pas condamnés à toujours vivre dans une société où ça irait plus mal, où il faudrait plus se serrer la ceinture, alors qu'on est en train de gaver les riches comme jamais. Donc, nous continuons à fédérer autour de ça. Nous sommes les premiers opposants, certes, mais nous sommes aussi les premiers proposants qui laissons avoir aussi une autre société telle qu'elle pourrait être, qui serait une société inclusive, qui partagerait les richesses et qui serait enfin à la hauteur des enjeux écologiques. Corinne Laurent-Lacroix. Malgré tout, est-ce qu'on ne peut pas objecter que cette convergence des luttes, entre guillemets, demandée par les syndicalistes et des politiques, est-ce que cette jonction des combats syndicaux et des combats politiques n'est pas difficile ou peut-être même contre-productive, par exemple, pour un combat sur la lutte, pour un combat sur la réforme ferroviaire? Non, je ne crois pas que c'est contre-productif. Alors, il ne faut pas que ça reste seulement au niveau des organisations. C'est sûr qu'il faut que ça ouvre largement. Et c'est évident que la première marée populaire qu'on a faite n'est qu'une première étape. Par contre, quand on regarde, par exemple, donc effectivement, les grèves qu'il y a à la SNCF, je rappelle que les cheminots et les cheminotes se battent pour l'intérêt général. Parce que là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'ouvrir à la concurrence le transport de voyageurs. Or, ça a déjà été fait sur le fret ferroviaire, c'est-à-dire le transport de marchandises par train. Or, depuis qu'on a fait cette ouverture à la concurrence, c'est une catastrophe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de marchandises qui sont transportées par les routes, ce qui écologiquement est un désastre, que sur le train. Et concrètement, dans les pays où c'est déjà fait l'ouverture à la concurrence voire même la privatisation, on arrive à une hausse des prix des billets, de moins en moins de gens qui prennent le train, donc de plus en plus de gens qui prennent des covoiturages, etc., ce qui aussi écologiquement est absurde. Donc les cheminots et les cheminotes se battent pour l'intérêt général. Et contrairement à ce qu'on dit, Emmanuel Macron a déjà commencé à céder. Parce que lorsque nous avons vu le texte à l'Assemblée nationale, nous avions proposé un amendement qui propose l'incessibilité de la SNCF, c'est-à-dire pour garantir le fait que la SNCF ne puisse pas être privatisée, comme ça avait été fait, malgré les discours du gouvernement, déjà avec d'autres grandes entreprises françaises. Le gouvernement avait refusé cet amendement. Or, face à la mobilisation qui continue des cheminots et des cheminotes, au Sénat, le gouvernement a accepté que cet amendement d'incessibilité soit intégré à la loi. Donc il a déjà reculé sur des choses et nous pouvons les faire reculer sur d'autres. Mais pour reprendre la question de Corinne Laurent, cette idée de convergence des luttes, vous y croyez vraiment? Parce que pour l'instant, on n'a pas l'impression que ça prend. Certes, il y a une mobilisation, vous l'avez dit, de 180 000 personnes en France, mais on n'a pas l'impression tout de même qu'il y ait, on l'a vu avec les universités, les étudiants finalement n'ont pas réussi à faire vraiment bouger les choses. Donc entre le monde universitaire, le monde de la SNCF, le monde des banlieues, le monde associatif, tout ça ne converge pas. Ça ne converge pas encore à la hauteur de ce qu'il faudrait. Mais nous sommes sur des manifestations qui sont quand même des manifestations d'ampleur. Et quand on voit que ça craque absolument de partout, Emmanuel Macron devrait être inquiet. Parce que lorsqu'on regarde, dans mon département, dans le Val-de-Marne, il y a 168 fermetures de classes. Ce qui veut dire concrètement que des enfants de maternelle vont être 32 par classe, plus avec le non-remplacement des professeurs, ils vont pouvoir monter jusqu'à 36, 37. Donc, il y a des luttes aussi sur les hôpitaux. Avec des suicides de soignants, avec des conditions où on installe en fait de la maltraitance de gens. On voit bien ce que ça a fait, la mobilisation qu'il y a sur les EHPAD, par exemple. Il y a la sélection à l'université. Donc il y a énormément d'endroits où ça bouillonne. La question de savoir exactement par quel biais ça va prendre et par quel biais on arrivera à faire reculer Emmanuel Macron, nous ne la connaissons pas. Mais en tout cas, nous tenons notre rôle, et notre rôle, c'est de permettre aux gens de s'organiser, de proposer une sortie par le haut, et nous la tenons. Et je ne crois pas qu'il faut
induire le fait que nous n'arriverons jamais à battre Emmanuel Macron. C'est faux, il a déjà cédé sur des choses, il cédera sur d'autres, et il devra arrêter de faire cette stratégie du choc qui détruit absolument toutes les vies quotidiennes d'une majorité de nos concitoyens au profit d'une minorité qui sont les plus riches. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Sur la sélection à l'université, vous soutenez les blocages et ce qui s'est passé dans les facs en général? Oui. Lorsque les blocages sont des choses pacifiques, sont des moments pacifiques. Lorsque le seul moyen pour les étudiants, c'est de faire un blocage, je soutiens cette forme d'action qui est une forme d'action parmi d'autres avec les manifestations, etc. Parce que qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui ? Les saccages dans les universités. Mais alors ça, les saccages dans les universités, moi j'attends de voir, j'aimerais bien voir les images exactement et le nombre de dégâts exactement. Parce que la plupart des blocages se sont passés dans d'extrêmement bonnes conditions et répondent à quelque chose qui est quand même, où on voit, nous avions dit au moment où la loi a été passée, nous avions dit cela va provoquer une sélection à l'entrée de l'université et on nous disait mais que nenni, etc. Sauf que là, nous avons les résultats de Parcoursup. Et alors Parcoursup, ça veut dire 30 000 élèves qui ont une réponse négative et 170 000 qui sont encore en attente d'une réponse. Donc concrètement, qui est-ce que ça pénalise ? Ça pénalise les personnes qui viennent des lycées techniques et professionnels, ça pénalise les personnes qui viennent de lycées dans des zones plus populaires. Donc en fait, on va faire de la sélection sociale pour l'université. Or, un pays comme la France a besoin que de plus en plus de gens aillent à l'université, étudient, parce que ça sert à toute la société. Une question de Romain Mazno, RCF. Le nouveau gouvernement de droite populiste en Italie veut combattre l'austérité européenne, veut instaurer un revenu citoyen, veut nationaliser les entreprises stratégiques. Est-ce que finalement il y a une convergence là entre une droite populiste et une gauche populiste ? Est-ce que vous pourriez trouver des points communs avec ce programme ? Absolument pas. Nous n'avons rien à faire avec le gouvernement italien et la France insoumise n'a rien à voir ni avec le mouvement 5 étoiles, ni avec ce parti d'extrême droite. Il y a un programme social anti-austérité aussi. Parce que, oui, non, mais alors anti-austérité, ça veut... En fait, le problème, c'est qu'on colle le mot populisme sur extrêmement beaucoup de choses. Donc on ne comprend plus de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Donc... si la question est est-ce que nous sommes anti-austéritaires, la réponse est oui. Par contre, le gouvernement italien fait une chasse aux migrants extrêmement dure et nous ne sommes pas d'accord avec ça, crée des mesures d'injustice fiscale et nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et il faut savoir pourquoi est-ce qu'on est arrivé en Italie à cette situation. Je suis extrêmement triste parce qu'en fait, il y a 3 camps. Il y a le camp de l'extrême droite, le camp ultralibéral, et les deux se nourrissent entre eux. Et puis il y a notre camp qui veut sortir par le haut des choses, qui est un camp de l'espoir. Et je suis très triste de voir que... alors nous avons un allié en Italie qui s'appelle Potere al Popolo, mais qui est encore bas pour l'instant dans les élections, mais qui, je l'espère, montera encore. Mais je suis triste de voir qu'aujourd'hui, la force anti-austéritaire et anti-libérale en Italie, ce soit des aventuriers et des gens d'extrême droite qui en profitent. Mais à l'échelle de l'Europe, ça profite plutôt effectivement aux partis nationalistes ou aux populistes nationalistes, cet anti-système, cet anti-libéralisme, et pas tellement à la gauche finalement. Ça dépend du contexte des pays. Lorsque vous regardez Podemos en Espagne, le Bloco au Portugal, la France insoumise qui est quand même une force qui monte à des endroits. Mais en fait, la question c'est, nous avons une Union européenne qui nous dit tout le temps, nous sommes une Union européenne qui protège. Or, pour les peuples du Sud, pour les Espagnols, pour les Italiens, l'Europe qui protège, elle s'est concrétisée par des pays qui ont été les cobayes de l'austérité. Elle s'est concrétisée pour les jeunes notamment par la précarité, le chômage et l'exil, et avec en plus, vous vous rappelez Juncker qui disait en 2015, alors qu'il était président de la Commission, qui disait « il n'y a pas de démocratie en dehors des traités ». Ce n'est pas possible en fait de continuer avec une Union européenne qui crée ce genre de choses. Donc la seule manière de contrer l'extrême droite et de contrer cette montée de l'extrême droite qui existe, c'est d'avoir une ligne qui est claire, qui est anti-austéritaire pour le coup, qui demande que ça soit une Europe démocratique, qui fasse de l'harmonisation fiscale et sociale et qui soit à vocation gouvernementale. C'est ce que nous avons créé avec la France insoumise, c'est ce qui se crée en ce moment en Allemagne avec Die Linke qui est en train de créer aussi un mouvement type France insoumise. Et donc, ça ouvre de l'espoir en Europe. Une dernière question, cette première partie de Corinne Laurent, La Croix. Toutefois, pour lutter contre l'extrême droite au niveau européen, est-ce que la France insoumise, toute seule,
à gauche ne peut pas tout. Vous préparez votre propre liste pour les élections européennes. Est-ce que des ouvertures sont possibles? Vous comprenez que si vous avez une liste France Insoumise, une liste Parti communiste, une liste écologiste génération, le mouvement de Benoît Hamon, la gauche éparpillée ne peut pas créer un mouvement contre l'extrême droite. Nous sommes à vocation majoritaire. Nous voulons faire appel au peuple, refonder le peuple. C'est pour ça que nous proposons la constituante, donc le fait de réécrire la Constitution et de refonder sur un pacte politique le peuple français. Donc, il y a un dégagisme extrêmement fort, d'ailleurs qu'on voit aussi en Italie, il y a un dégagisme extrêmement fort aujourd'hui en Europe, et on l'a vu nous aussi aux élections de 2017. On a vu que François Hollande, Nicolas Sarkozy, François Fillon, donc, ont tous été éjectés, et il y a une crise de confiance dans les partis politiques de manière globale. Et donc, dans la liste que nous avons proposée, il faut rompre avec cette idée de vieux monde que si on agrège des forces de gauche, les gens nous suivront comme par magie. Non, c'est sur un programme clair que les gens nous suivront. Et sur la liste européenne que nous avons proposée, avec un processus inédit, des gens tirés au sort qui ont fait la liste des personnes à sélectionner, une phase de contribution et de remarques, puis un nouvel examen avec un ordonnancement de la liste et un vote par tous les militants de la France insoumise. Très et bien. dans cette liste, la moitié ne sont pas encartés. Et bien ça, c'est aussi rompre avec cet ancien monde. Très bien, Mathilde Panot, merci. Nous marquons une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Nous nous retrouvons dans un court instant. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec notre invitée Mathilde Panot. Elle est interrogée par Corinne Laurent de Lacroix, par Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et par Romain Mazneau de RCF. Tout de suite, une première question de Louis Dauphren. Je voulais revenir justement à cet aspect de la sélection que vous combattez et savoir un petit peu comment vous voyez les choses, parce que moi, je n'ai pas le sentiment que Parcoursup favorise la sélection, mais peut-être que je me trompe, mais expliquez-nous alors, dans ce cas, quel est votre point de vue ? Pour nous, ça favorise la sélection pour la bonne et simple raison que, concrètement, la manière dont sont sélectionnées les choses, évidemment, on nous dit le tirage au sort n'était pas juste avant. C'est vrai. Sauf que, concrètement, la manière dont sont faites les choses, c'est que, selon les lycées où vous venez, vous aurez un accès à l'université qui va être différente. Et c'est sûr, nous verrons le nombre de gens qui vont rester, ça a toujours été sectorisé. Qui vont rester sur le carreau par la suite. Mais parce que pourquoi en arrive-t-on à cette situation ? Parce que le nombre d'étudiants a augmenté qui sont en âge d'aller à l'université. Et au lieu d'augmenter les moyens, en fait, vu l'augmentation du nombre d'étudiants, les moyens par étudiant ont baissé. Or, ce qu'il fallait faire, c'était mettre des moyens pour faire accéder massivement une classe d'âge à l'université et faire ainsi que nous ayons une jeunesse formée qui puisse ensuite profiter à l'ensemble du pays. Sans débouchés particuliers, parce que l'université nous avons des débouchés à proposer, justement. Et nous avons des débouchés à proposer qui sont autrement plus intéressants que celui que nous propose le gouvernement Macron. Et notamment, il nous faut faire des formations massives dans tout ce qui va être transition écologique. Parce que la transition écologique peut créer 900 000 emplois. Et nous avons besoin d'avoir de la recherche qui se fait, de la formation qualifiante qui se fait sur cette transition écologique. Vous vous rendez compte que nous sommes le premier espace maritime en Europe et que nous n'avons pas une seule éolienne en mer. Nous avons un retard considérable qui est notamment dû à l'entêtement à rester dans le nucléaire, sur lequel d'ailleurs le gouvernement est en train de reculer sur des engagements qui avaient été pris dans la loi. Et donc nous allons injecter encore 100 milliards dans le nucléaire, 9 milliards dans Areva et EDF, etc., dans la catastrophe de l'EPR, et c'est tout l'argent qu'on ne met pas dans la formation, dans le développement des énergies renouvelables, et c'est extrêmement dommageable. Une question de Romain Mazneau, RCF. Alors, à propos d'écologie, justement, la loi agriculture et alimentation ne comprend pas l'interdiction du glyphosate. Pour vous, c'est la victoire des lobbies, de la FNSEA, etc. Oui, c'est un scandale. C'est un scandale parce qu'il faut remonter l'histoire du glyphosate. L'histoire du glyphosate, c'est au moment où il était en discussion à l'Union européenne de savoir si on autorisait encore la prolongation du glyphosate, qui, je le rappelle, donc glyphosate qui est un produit extrêmement utilisé en France, sur lequel les associations ont fait des tests d'urine, etc., qui montrent que 100% des Françaises et Français sont potentiellement concernés et qu'on sait que c'est un produit potentiellement cancérigène. Alors on nous dit il y a une controverse scientifique, sauf qu'il y a quelques mois, il ne faut pas avoir la mémoire courte, il y a quelques mois,
mois, sont sortis les Monsanto Papers. Les Monsanto Papers qui ont montré que Monsanto avait payé des scientifiques pour faire des études qui montraient que le glyphosate n'était pas cancérigène. Or, en Europe, nous avons une tradition qui est que lorsque nous avons un doute sur un produit, nous devons l'interdire. Et donc, au moment où l'Union européenne avait autorisé encore pour 5 ans l'utilisation du glyphosate, Emmanuel Macron avait fait un tweet qui disait dans 3 ans, d'ici 3 ans, il y aura une interdiction du glyphosate. Nous avions interrogé le Premier ministre sur cette question. J'avais posé une question au gouvernement qui nous avait dit « Oui, mais si les autres pays de l'Union européenne sont d'accord, etc. » Donc, en fait, pas d'interdiction dans les 3 ans. Donc là, ils ne le mettent pas dans la loi. Et du coup, on va se retrouver constamment avec une politique en face du mur, c'est-à-dire « Ah oui, mais comme nous n'avons pas préparé la suite et que nous n'avons pas d'alternative directe, ce qui d'ailleurs est faux, eh ben, du coup, nous devrons encore attendre. Or, ce qu'il faut faire, c'est décider maintenant l'interdiction d'ici 3 ans, et accompagner les agriculteurs pour les aider dans cette transition agricole. Parce que nous ne pouvons pas continuer à empoisonner 100% de la population française, ce n'est pas possible. Vous comprenez que Nicolas Hulot reste au gouvernement, il a une valeur ajoutée aujourd'hui encore Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que lorsqu'on regarde les arbitrages qu'a gagné, ou plutôt qu'a perdu Nicolas Hulot, on a un peu de mal à comprendre. Parce que concrètement, que fait le gouvernement ? Le gouvernement continue avec une idée qui est de faire des grands slogans, « Make our planet great again », etc. Mais il n'y a jamais de rupture, la rupture nécessaire avec le système économique dans lequel on est. Et je crois que une des choses les plus flagrantes là-dessus, c'est le CETA, donc cet accord de libre-échange qu'il y a entre l'Union européenne et le Canada, qui va encore augmenter les échanges entre les deux pays, avec le Canada, qui est un des 5 premiers producteurs d'OGM au monde. Donc là, on repart aussi sur des questions de santé et de principes de précaution. Et on sait que c'est complètement à l'inverse de ce que voudrait notre époque. Notre époque, elle veut qu'on relocalise les productions, qu'on fasse une agriculture intensive, non pas en pesticides, mais intensive en main-d'œuvre, parce que c'est la seule manière de nourrir correctement les gens. Elle veut qu'on arrête l'artificialisation des sols, comme ils vont le faire avec EuropaCity ou avec d'autres projets un peu partout. Elle veut qu'on arrête le projet de Bure, d'enfouissement de déchets nucléaires, sur lequel, à l'époque, Nicolas Hulot était opposé et maintenant dit que c'est la moins mauvaise des solutions. Donc finalement... Il faut une ZAD à EuropaCity ? En fait, ça dépend ce que vous avez appelé une zone, mais en fait, il y a déjà un collectif de citoyens qui s'organise depuis longtemps contre ce projet, qui a fait un projet alternatif qui s'appelle Karma, avec du maraîchage, de la formation de l'agriculture biologique, etc. Nous avons sur notre territoire déjà 9,4% du territoire qui est artificialisé, ce qui a des conséquences qu'on voit d'ailleurs assez souvent. Lorsque vous avez des crues, etc., c'est aussi parce que nous avons trop bétonné et c'est en train de s'accélérer. Parce qu'en ce moment, on est à un département de taille moyenne tous les 7 ans qui est bétonisé. Donc. Et qu'est-ce qu'on fait des déchets nucléaires si on ne les enfouit pas, si on ne les enterre pas ? Il n'y a pas de plan B pour l'instant. Il y a des alternatives qui sont proposées notamment par des scientifiques qui montrent qu'on pourrait par exemple penser à les mettre en subsurface ou en surface pour pouvoir les surveiller pendant les centaines de milliers d'années, parce que ce qui se passe avec le fait de les mettre en profondeur, et c'est notamment l'IRSN qui a alerté sur cette question, c'est qu'il y a un risque d'incendie sous terre et donc de fuite radioactive. Et je pense que les territoires ruraux ont d'autres vocations que de devenir des poubelles nucléaires. Une question de Corinne Laurent, Lacroix. Oui, comment fait-on pour interdire le diesel, qui est un autre problème environnemental important ? Alors, la question du diesel est une question effectivement importante. C'est pour ça que nous ne voulons pas seulement agir sur des petits bouts, par le petit bout de la lorgnette, mais réfléchir à la manière dont nous vivons. C'est ça, en fait, la transition écologique. Et la transition écologique, elle demande à ce qu'on remette un service du rail qui fonctionne bien et qui soit un service public, avec notamment les petites lignes, les trains de nuit, etc. Elle demande à ce qu'on développe les transports en commun et qu'on arrête avec un aménagement du territoire qui soit absurde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec la région parisienne, avec le Grand Paris, etc. C'est qu'on met les pauvres, en fait, de plus en plus loin, avec un centre économique qui est complètement concentré autour de Paris, donc où on fait 1 heure, 1 heure et demie de trajet pour aller à son travail, puis encore la même chose de l'autre côté. Or, si nous voulons réfléchir à ça, qu'on utilise moins la voiture, etc., il faut revoir l'aménagement du territoire pour faire que les lieux de vie et les lieux de travail soient beaucoup plus proches les uns des autres. Donc c'est tout l'aménagement du territoire qu'il faut revoir pour éviter justement que nous ayons un recours à la voiture qui soit abusif. Une question, Romain Mazneau, RCF.
Le gouvernement réfléchirait à supprimer certaines aides sociales. Est-ce que pour vous, supprimer par exemple la prime d'activité ou l'aide au retour à l'emploi, est-ce que ce serait un casus belli ou est-ce que vous dites qu'il y a quand même peut-être des moyens d'avoir une politique sociale plus efficace, comme dit le gouvernement ? Non, mais moi, je trouve ça incroyable. C'est quand même un gouvernement qui a supprimé l'impôt sur la fortune, qui a supprimé l'exit tax, mais qui, dans le même temps, puisque c'est ça qui est le refrain connu, qui en même temps supprime les contrats aidés, baisse les APL, hausse la CSG, etc., etc. Donc, on prend à chaque fois dans la poche des pauvres pour donner aux plus riches. Et d'ailleurs, on voit bien les études qui montrent que les politiques menées par Emmanuel Macron et son gouvernement profitent largement aux plus riches et beaucoup moins, et d'ailleurs pas du tout, à la grande majorité des gens. C'est même pas les personnes les plus pauvres, c'est la grande majorité des gens. Donc, sur la question que vous posiez, qui était, excusez-moi, les aides sociales. Voilà, trop les aides d'aides sociales, et c'est quand même un système confus aussi, un maquis. On dit Alors, beaucoup qu'il y a trop sur de les aides choses. sociales, il y a des choses intéressantes à faire. Par exemple, lutter contre le non-recours. Parce qu'on parle souvent de la fraude sociale. Vous vous rendez compte que là, sur les chômeurs, quand même, Emmanuel Macron, dans sa prochaine loi, décide qu'il va faire un carnet de bord aux chômeurs. Alors, à chaque fois, il se passe ça, en fait. C'est qu'on individualise un problème pour permettre qu'il ne soit pas vu comme un problème de société. Parce qu'avoir 6 millions de chômeurs dans une société, c'est quand même ça qui est problématique. Et lorsqu'il nous parle des aides qui ne seraient pas efficaces, il faut se rappeler aujourd'hui que nous avons un non-recours aux aides sociales qui est extrêmement fort. Et que c'est ça le problème, beaucoup plus que la fraude aux aides sociales. Et s'il veut s'attaquer aux fraudeurs, moi j'ai une très bonne manière à faire, c'est s'attaquer aux 60 à 80 milliards de fraude fiscale ou d'évasion fiscale qui sont faites chaque année. Donc, si nous voulons faire quelque chose sur les aides sociales, c'est déjà travailler sur le non-recours au droit, et arrêter de stigmatiser les gens, parce que quand on stigmatise les gens, eh ben, ça crée du non-recours, parce que les gens ont honte, parce qu'on leur fait croire qu'ils sont des assistés. À un moment, ce qu'il faudrait réaffirmer fortement, c'est qu'un droit est un droit. Et nous, pendant la campagne présidentielle, et on recommence là encore bientôt, nous avons fait des caravanes pour l'égalité des droits. Des caravanes qui faisaient à la fois de l'inscription sur les listes électorales et de l'information sur les droits sociaux. Je vous assure qu'il y a des gens qui vivent avec 400, 300, 500 euros par mois, qui ont le droit à des aides et qui ne les demandent pas. Ben ça, c'est un scandale républicain incroyable et c'est là-dessus qu'il devrait se faire. Et d'ailleurs, je termine là-dessus. Quand nous parlions du Front National tout à l'heure, j'ai regardé avec attention les quelques centaines de quartiers sur lesquels nous sommes passés en caravane. Eh bien, dans ces quartiers populaires, lorsqu'on regarde ces résultats attentivement, on s'aperçoit que les endroits où le FN stagne ou recule, c'est justement là où nous avons travaillé sur l'égalité des droits. Pas en disant le FN c'est méchant, etc., mais sur l'égalité des citoyens entre eux. Et ça, c'est très intéressant. Une question de Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. En fait, sur quoi êtes-vous prête à faire des économies ? Sur quoi ? Ouais. Alors, sur les riches. Alors, par exemple, remettre l'ISF, remettre une fiscalité qui est plus juste. Par exemple, nous proposons qu'au lieu d'avoir les tranches actuelles qui pèsent largement sur les classes moyennes, nous ayons 14 tranches pour que ça soit beaucoup plus juste. Nous proposons d'aller récupérer l'argent de l'évasion et de la fraude fiscale. Nous proposons de toute façon, l'époque est à investir massivement sur la transition écologique, sinon nous n'en sortirons pas. Sur le CICE, par exemple, je suis prête à faire des économies. Regardez Carrefour. Carrefour a eu un nombre d'aides via le CICE, des exemptions fiscales, qui fait qu'aujourd'hui, un foyer imposable a donné en moyenne 44 € à Carrefour. 44 € à Carrefour, vous vous rappelez du pins de Gattaz qui disait 1 million d'emplois, etc. Or, qu'est-ce qui se passe à Carrefour aujourd'hui ? Ces 44 €, quand on regarde, ont été directement dans les poches des actionnaires. Directement dans les poches des actionnaires, avec entre 2500 et 10 000 suppressions d'emplois qui sont en train de se faire actuellement. Et en fait, c'est une logique générale à renverser. C'est-à-dire que dans les années 70-80, 30% des bénéfices allaient aux actionnaires et 70% aux salariés. Et bien là, nous sommes dans une logique complètement inversée. C'est-à-dire que 70% des bénéfices vont vers les actionnaires et 30% vers les salariés. Et bien ça, il faut complètement changer ce rapport de force. C'est l'évolution. Oui, mais c'est là que vous êtes prise dans une contradiction. C'est que vous
vous défendez les migrations, la mondialisation finalement sans frontières, le no border. Pas du tout. Alors, Et le pas no du border, tout. le no border migratoire, ça correspond au no border de l'argent aussi. Alors. Donc après tout, Non. c'est Non. cohérent, je veux dire, avec votre système. alors, vous devriez Mathilde défendre Panot, en fait la réponse de Mathilde vous devriez Panot. défendre la mondialisation des flux financiers. C'est Alors logique. non, pas du tout. Nous sommes pour déjà un protectionnisme solidaire, pour éviter que des... Ah ouais. Oui, alors je vous explique. Moi, je ne veux pas, par exemple, que des produits arrivant en France à très bas coût, qui soient faits dans des conditions écologiques désastreuses, faits par des enfants, ça on interdirait, et que ça soit taxé quand c'est fait dans des conditions sociales qui sont là aussi inhumaines. Et ça, c'est une manière de relocaliser la production et d'avoir justement une production qui est digne de ce nom. Ça, c'est là-dessus. Je ne suis pas du tout sur la ligne No Borders, nous ne sommes pas du tout sur la ligne No Borders. Ce que nous disons, c'est que la France a une tradition d'accueil et qu'elle doit l'honorer. Nous devons accueillir les migrants qui sont là parce que lorsque nous faisons des politiques telles que le fait en ce moment Gérard Collomb, avec en plus des propos mais d'une indignité sur le benchmarking des Je ne dis migrants, pas qu'il faut pas etc. les accueillir, c'est pas ça que je Attendez, dis. je termine sur le No Borders. Donc il faut les accueillir dignement. Et ce n'est pas en les laissant 90 jours dans des centres de rétention, Bien y sûr. compris des enfants, qu'on arrivera à quelque chose. Parce que lorsqu'on fait des politiques plus dures, quelle est la conséquence directe? Il y a juste plus de gens qui meurent en Méditerranée et nous en sommes déjà à 40 000. C'est un véritable cimetière. Ça, c'est la première chose. Mais la question n'est pas de dire venez tous chez nous, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème à ce qu'il y ait des guerres à un endroit, il n'y a pas de problème à ce que le libre-échange détruise les agricultures et les économies. Donc, nous voulons aussi agir sur les causes des migrations pour que tout le monde puisse vivre heureux chez soi. Donc, nous ne sommes pas no borders. Nous disons, lorsque les migrants sont là, eh ben, nous devons agir. Et d'ailleurs, je tiens à dire, et ça c'est Tout un le petit monde dit peu... la même chose. Hein. non. Tout le monde tient ce discours. Hein. Alors, le pape a dit notamment qu'il fallait que chaque... Il faut agir sur les causes, etc. Tout le monde le tient. qu'il fallait accueillir un migrant chacun. Donc je pense que nous sommes, que chaque chrétien devait accueillir un migrant. Donc si on en suit les conséquences logiques, un chrétien ne pourrait ni voter pour l'extrême droite, ni pour la droite, ni pour l'actuel gouvernement. Une dernière question, cette Non, ils ne deuxième tiennent pas ce partie. discours-là, l'actuel gouvernement. Corinne Laurent, La Croix. Non, je n'ose ouvrir un autre dossier, celui de la réforme des retraites. Quel sera votre argumentaire sur cette question qui sera sans doute explosive l'an prochain? Alors, très vite, Mathilde Panot. Oui, très vite. Je pense qu'Emmanuel Macron a raison d'avoir peur de cette réforme parce que la dernière fois qu'il y avait eu des grandes manifestations en 2010, c'était sur la question des retraites. Or, allonger toujours plus l'âge de la retraite, en fait, crée des problèmes sur la création d'emplois. Crée des problèmes évidemment sur des personnes qui, par exemple, licenciées à 58 ans, vont avoir du mal à retrouver un emploi. Et donc, la seule manière de créer de l'emploi, c'est de partager le travail, d'aller vers les 32 heures, de remettre la retraite à taux plein à 60 ans. Et donc, nous disons, ce n'est pas une solution de détricoter et de reculer encore une fois l'âge de la retraite, parce que c'est important, l'argent ne voyage pas dans le temps, c'est ce qu'on dit généralement. Si on laisse les retraites au marché financier et qu'on arrête avec notre retraite par répartition, et ben du coup, on risque d'avoir un effondrement de nos systèmes de retraite. Donc, il faut... C'est le cas, ça va dans le mur, le système par répartition. Enfin, on le voit. Enfin, Bah, démographiquement, c'est écrit oui, non, mais ça depuis va longtemps. dans le mur aussi parce qu'il y a eu des choix économiques qui sont désastreux. Par exemple, regardez les ordonnances travail qui ont été faites par le gouvernement. Alors, on nous vend du neuf pour Macron, mais c'est la suite logique de la loi El Khomri. Et c'est la suite de dizaines d'années où on nous a dit qu'il faut flexibiliser pour créer de l'emploi. Mais c'est faux. Non, mais sur C'est les faux, retraites- c'est sur les pas retraites, comme ça vous qu'on va avez- faire. vous On avez va des devoir, études sur Louis les retraites Dauphren, qui je vous montrent que arrête. la- On va devoir marquer une nouvelle pause dans cette édition de Face aux chrétiens et on reprend ce débat dans quelques instants. Restez avec nous. Nous retrouverons notre invitée Mathilde Panot. Retour sur le plateau pour cette dernière partie de l'émission Face aux chrétiens avec notre invitée Mathilde Panot. Elle est interrogée par Corinne Laurent de La Croix, par Louis Dauphren, Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Et tout de suite, une première question de Romain Masneau. Alors, vous avez été engagée longtemps dans les quartiers populaires comme militante associative. Finalement, le plan banlieue de Jean-Louis Borloo n'a pas été retenu, mais est-ce que c'était un bon plan ? En tout cas, le plan Borloo, en fait, au départ, vient d'un cri d'alerte qui a d'ailleurs été lancé depuis Grigny, donc ville dans laquelle moi j'ai travaillé avant. Un cri d'alerte sur l'état et la situation de vie des personnes aujourd'hui qui vivent dans des quartiers populaires. Pour vous donner une idée, donc dans le quartier moi, où je travaillais,
SOS Médecins ne veut plus venir dans le quartier depuis 1994. Vous ne pouvez pas vous faire livrer un colis. Les services publics ont déserté. Donc, ce qui reste, c'est l'engagement de gens avec des associations qui essayent d'aider et par solidarité, de faire que tout le monde soit à peu près maintenu à flot. Mais ce n'est plus possible de continuer comme ça. Parce que quand vous êtes un jeune dans ces quartiers populaires-là, rien que le fait qu'il y ait marqué votre adresse sur votre CV fait que vous pouvez oublier votre emploi, en tout cas dans un grand nombre de cas. Donc, en tout cas, le plan Borloo a fait travailler des acteurs ensemble et avait l'avantage de mettre une lumière sur les endroits abandonnés. Et d'ailleurs, je ne mettrai pas que les quartiers populaires dedans, parce que je pense qu'on peut faire un parallèle aussi avec certaines zones rurales, où là aussi, il y a un sentiment d'abandon et de désengagement de l'État qui est extrêmement fort. Donc, il avait le mérite de faire ça. Le plan banlieue n'aura pas lieu. Alors on nous dit, oui, mais ça fait 40 ans qu'on fait de la politique de la ville, ça n'a pas marché. C'est le même raisonnement qu'avec les contrats aidés. Les contrats aidés, ce sont des contrats précaires très bien, nous sommes d'accord. Mais alors pourquoi les supprimer? Pourquoi ne pas les pérenniser? Parce que dans les quartiers populaires, par exemple, la suppression de milieux de contrats aidés, ça veut dire concrètement qu'il y a 26 000 éducateurs sportifs qui ont disparu des quartiers populaires. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça crée socialement de faire disparaître 26 000 éducateurs sportifs. Donc moi, ça me fait rire que Emmanuel Macron dise « Ah, nous allons faire des coachs, 5 000 coachs ». Ah bah oui, mais bon, on a enlevé 26 000 éducateurs sportifs avant, il faut un peu être cohérent. Ça me fait rire qu'ils disent... Enfin, ça me fait rire ou pleurer, je ne sais pas en fait. Oui, et pourtant, les banlieues, il n'y a pas de soulèvement populaire. Les soulèvements, c'était plutôt dans les facs, on l'a vu. Chez les jeunes, ça ne bouge pas trop. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un intérêt, une fascination presque dans les milieux populaires pour ce discours de Macron sur être soi-même son propre chef d'entreprise, cette idée du premier de cordée? Est-ce que ce n'est pas un discours qui touche quand même les jeunes de cette génération dans les banlieues? Mais, enfin, un discours qui touche... Rappelez-vous quand même Emmanuel Macron, là encore il faut avoir de la mémoire, rappelez-vous Emmanuel Macron, à qui on disait que pensez-vous d'Uber, sur lequel nous nous battons contre l'ubérisation du travail, et il dit il vaut mieux être Uber que dealer pour un jeune de quartier. Je veux dire, à un moment, il va un peu falloir revoir déjà les termes méprisants du président envers... Je vous rappelle que sur les salariés de GAD, il avait dit que c'était des illettrés, sur les gens du Nord, il y avait eu des... C'est vrai qu'il vaut mieux travailler que d'être dealer. Comment ? C'est mieux que d'être dealer, en fait. Mais non, mais c'est quand même incroyable. C'est quoi l'horizon de société que nous propose Macron ? Ah, lui, il rêve de jeunes qui veulent devenir millionnaires. Moi, je rêve de jeunes qui veulent devenir enseignants, qui veulent travailler dans l'associatif, qui veulent faire de la recherche. Moi, je rêve de jeunes comme ça. Et donc, à un moment, il n'y a pas de fascination. Vous savez, moi, je travaille avec des gens qui étaient... j'ai eu un long engagement associatif, et notamment avec des gens qui étaient dans des conditions matérielles extrêmement difficiles, mais extrêmement, y compris des gens sans logement. Et ils disaient la chose la plus dure pour nous, ce ne sont pas les conditions matérielles, même si elles sont dures, c'est qu'on ne nous considère plus comme des citoyens capables de penser. Et concrètement, qui d'entre nous irait vivre dans un quartier populaire aujourd'hui pour avoir que nos enfants n'aient pas d'emploi derrière, qu'il n'y ait pas accès aux services publics? Macron, ça remonte à 40 ans, cette oui, situation mais à un en moment, France. on pourrait mettre avec des gouvernements de gauche, en grande partie. On pourrait faire un vrai plan, en tout cas avec des vrais moyens, qui permettraient de désenclaver ces quartiers-là, qui permettraient de donner une égalité des citoyens. On ne demande pas la charité, on demande l'égalité. Vous avez un effet pervers aussi, c'est que plus vous avez d'aides, plus vous avez de communes qui veulent toucher les aides et donc qui organisent la paupérisation en quelque sorte pour pouvoir continuer à les toucher. C'est aussi ce que veut mettre, une situation à laquelle veut mettre fin le gouvernement en se disant qu'il ne faut pas enfermer ces quartiers dans l'image de la paupérisation. Il y a des flux dans ces quartiers, il y a des gens qui en sortent, il y a des gens qui se débrouillent par eux-mêmes, il y a des gens qui ne veulent pas être enfermés dans l'image du pauvre qu'on assiste. Donc c'est pour ça qu'au lieu de faire un plan de 30 milliards d'économies qui représente plus de la moitié du budget de l'éducation nationale, c'est pour ça qu'il ferait peut-être bien de mettre des moyens dans les services publics. C'est ça que nous on demande, c'est l'égalité des citoyens. Et moi je vous demande en retour, comment justifiez-vous les aides données aux plus riches? Comment? Pourquoi? Il est où le ruissellement? Parce que le ruissellement, pour l'instant, on l'observe beaucoup à l'envers. Une question de Corinne Laurent-Lacroix. Oui, j'allais vous poser la question de concrètement, au-delà du lien social qui peut être fait par les associations, quels sont les moyens de lutter pour régler ces problèmes de mixité sociale et de ghettoisation dans les quartiers populaires? Alors, déjà, il y a énormément de choses, mais
Parce qu'en fait, finalement, ça concentre un peu les problèmes qu'on retrouve dans toute la société, mais qui sont particulièrement concentrés dans certaines zones et donc qui rendent la vie impossible aux habitants. Donc, il y a plein de propositions que nous avons faites pendant les présidentielles et législatives et que nous continuons à porter à l'Assemblée. Il y a la question éducative, remettre des moyens dans l'éducation, parce que les CP dédoublés, vous en parliez, oui. Voilà, je vais vous en parler. Les CP dédoublés. Par exemple, j'étais à La Réunion pour faire un meeting à La Réunion, et là, je croise une maman. Une maman qui me dit « Ma fille, qui est en CM1, n'a plus de cours d'informatique parce qu'on a pris la salle pour faire le CP dédoublé et le dispositif plus de maîtres que de classe a disparu de la chose. Et surtout, ma fille qui est en maternelle, ils sont 28 par classe. Donc en fait, la question, tout le monde est d'accord avec le CP dédoublé. Je suis d'accord avec le CP dédoublé. Mais je suis d'accord à condition qu'on mette les moyens pour que ça ne supprime pas le dispositif plus de maîtres que de classe, pour qu'on voit la scolarité de l'enfant dans son ensemble. Et sur la question des moyens, par exemple, dans la ville où j'habite à Ivry, il y a une vingtaine d'enfants qui ont besoin d'une auxiliaire de vie scolaire. Et il y a une vingtaine d'enfants qui sont en attente depuis plusieurs mois parce qu'on n'arrive pas à leur trouver une AVS. Donc la question... C'est bien, hein, mais du coup, ça en devient une mesure de communication, en fait, parce que ce n'est pas vu sur toute la scolarité. Donc, par exemple, remettre des moyens dans l'éducation nationale, c'est un truc extrêmement important, parce que c'est une des manières pour les gens de pouvoir s'en sortir. C'est le premier budget de l'État, déjà. C'est le premier budget. L'éducation nationale. Oui, enfin, 50 milliards. Je parlais de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale tout à l'heure, 80 milliards. En dépenses publiques, c'est le premier budget de l'État. C'est mais ce oui, qui est normal. Louis Dauphren, merci. Laissons répondre notre invité. Oui, mais on voit bien. Pas, mais... Ce qu'on voit bien. Vous accepteriez, par exemple, que votre enfant, en 3e année de maternelle, soit 32 par classe en temps normal? Mais il y a des écoles où ils sont à 40 dans le privé. Hein. Ben oui, non, mais moi je vous parle du public. Le public, il doit quand même... Alors, on s'arrête, Louis Dauphren, parce que là, ce n'est pas un débat à deux, mais c'est un débat à 4. C'est une réalité qu'il faut constater. Vous avez beaucoup de moyens dans le public. Nous devons défendre un système public qui soit accessible à tout le monde. Je suis bien d'accord. Et 32 par classe, à la fois pour les élèves et à la fois pour les professeurs, ce n'est pas possible en 3e année de maternelle. Une question de Romain Mazno, RCF. Est-ce que vous êtes choqué par le fait que l'UNEF ait choisi une femme voilée, Mariam Pouchtou, pour la représenter? Est-ce que ça heurte vos convictions laïques et peut-être féministes, je ne sais pas? Le voile est autorisé à l'université. Donc, elle a tout à fait le droit, puisque c'est autorisé à l'université, de porter le voile. Après, il y a quand même... une neutralité qui doit avoir lieu lorsqu'on est représentant syndical et donc qui fait que j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de signe religieux. Mais par contre, je tiens à dire extrêmement fortement que je trouve inadmissible qu'une jeune de 19 ans subisse une violence à ce point-là. Vraiment, je suis effarée par la violence que reçoit une jeune de 19 ans. Et donc je ne comprends pas qu'on prenne plus sa défense sur des questions sur lesquelles elle est fortement attaquée. Est-ce qu'il n'y a pas un changement de génération? Il y avait les militants d'une certaine époque, SOS Racisme, le MRAP et tout ça, qui avaient une vision assez universaliste et puis très féministe aussi des choses. Aujourd'hui, on voit qu'on est un peu plus dans des replis communautaires, identitaires, y compris dans des associations de gauche comme l'UNEF ou comme d'autres syndicats ou associations. En fait, au-delà de ça, il y a une question de fracture de société. En fait, ce qu'on est en train de faire, et ce qui, pour moi, en tout cas selon moi, aggrave Emmanuel Macron, c'est une fracture de société. Et la fracture de société, elle se fait à la fois sur le partage des richesses, où là, on en arrive à des écarts. Vous vous rendez compte que la France est quand même le pays avec le plus de millionnaires en Europe, mais on a 9 millions de pauvres de l'autre côté. Donc il y a quand même un souci sur cette question. Donc elle se fracture de ce point de vue-là. Et du coup, ce qui fonde la société française, c'est pas une religion, c'est pas une langue. Il y a d'autres pays qui ont... c'est pas tout ça. Ce qui fonde la société française, normalement, c'est notre devise liberté, égalité, fraternité et un socle politique. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en crise sur cette question. Et c'est pour ça que nous, la manière par le haut dont on souhaite en sortir, c'est justement de faire cette constituante pour que le pouvoir revienne au peuple et qu'on puisse redécider ensemble de comment on vit ensemble. Parce que la politique, c'est ça. La politique, c'est pas quelque chose réservé à une élite politicienne avec des petits arrangements par-ci, par-là. La politique, c'est comment on vit ensemble. Et c'est ça, au sens noble du terme, qu'il faut qu'on défende aujourd'hui. Corinne Laurent-Lacroix. Oui, le gouvernement a ouvert le chantier de réforme des lois bioéthiques. Êtes-vous pour ou contre la PMA ?
Je suis tout à fait pour la PMA. Il y a une liberté de conscience dans notre pays, mais la République doit assurer le fait que chacun puisse disposer de son corps, excusez-moi. Et je suis pour la PMA pour toutes les femmes parce qu'aujourd'hui, il y a une inégalité de traitement entre les femmes selon leur orientation sexuelle. Donc je pense qu'il est important de mettre ça en place. Quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'il est opposé à la GPA parce que c'est l'instrumentalisation, la marchandisation du corps, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction justement? Parce que vous parlez d'égalité, mais est-ce qu'au nom de l'égalité homme-femme, on n'arrivera pas finalement à légaliser aussi la GPA? Non, pas du tout, pas du tout. On n'est pas du tout sur les mêmes... On n'est pas du tout sur les mêmes débats. Et d'ailleurs, la PMA est assez majoritaire. Il y avait d'ailleurs eu un sondage dans Le Point qui montrait que 60% des Français et des Françaises étaient favorables à la PMA. Mais nous sommes opposés à la GPA. Donc non. Mais il y a des débats chez vous quand même sur ces sujets-là, parce qu'on entend à gauche des voix qui disent, je prends aussi José Bové ou d'autres qui disent, attention, il y a une dérive, la libérale, ce droit, toujours plus de droits, j'ai droit à, j'ai droit à ceci, fait en sorte qu'on fait finalement le jeu du libéralisme des grandes entreprises et du marché. Non, une marchandisation finalement des corps. Non, je ne crois pas du tout. Là, on est sur le droit de disposer de son corps jusqu'au bout. C'est pour ça que nous sommes favorables au droit de mourir dans la dignité, nous sommes favorables à la PMA, nous sommes favorables à l'avortement, et c'est terrible de devoir dire ça encore aujourd'hui, mais comme ça existe encore comme débat, on continue à le dire. Donc ça, c'est le droit de disposer de son corps, et ça, c'est quelque chose qui est libérateur, émancipateur, et qui est, je pense bien, après qu'il y ait des débats, qu'il y ait des gens que ça heurte leurs convictions personnelles. Je tiens à dire que je le comprends. Et d'ailleurs, chacun choisit s'il veut avorter ou pas, s'il veut avoir un enfant via la procréation médicalement assistée ou non. Chacun choisit s'il veut utiliser le suicide assisté, enfin l'euthanasie en fin de vie ou non. Mais en tout cas, c'est une liberté qui est donnée à l'individu et c'est bien pour toute la société en fait. Donc ça va dans le sens libéral, c'est bien une liberté qui est donnée à l'individu. Oui, ça donne une liberté à l'individu. Qui ne veut pas dire le libéralisme à tout va. Il y a des choses différentes. Je ne sais pas. Ah non, si c'est très différent. Alors, si, c'est différent, oui. Une question de Corinne Laurent, La Il y en a Croix. une qui est sur l'émancipation de l'individu et l'autre qui est sur des... C'est la quête d'émancipation de l'individu. Dans cette Voilà. émission, Par l'argent, Corinne Laurent, La Croix. Libéralisme économique, c'est pas ça. Dans cette émission, Jean-Luc Mélenchon avait émis des réserves sur le droit à l'enfant. Vous en pensez quoi? Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il y ait un droit à l'enfant. Il y a des droits de l'enfant, mais il n'y a pas de droit à l'enfant. D'ailleurs, personne ne va à un tribunal devant ça sur... Alors comment l'enfant qui va être né par un GPA va pouvoir exercer son droit à connaître son père, par exemple? C'est la liberté de procréer, juste. Oui, mais l'enfant qui sera né, lui, ne connaîtra pas ses origines. Oui, là, vous avez dit une contradiction, parce que si l'intérêt de l'enfant, c'est de connaître les origines de son père et de sa mère, et que la PMA le lui empêche parce que vous avez des donneurs anonymes, comment fait-il pour exercer ce droit? Mais, enfin, moi, je pense que... Au vu de la situation aujourd'hui, en fait, la situation aujourd'hui, de fait, déjà en 2014, la Cour de cassation a reconnu à la conjointe d'une femme de reconnaître un enfant né par PMA à l'étranger. Donc, en fait, la situation existe déjà. La question, c'est juste de l'installer dans la loi. Et donc, c'est pas une raison, c'est pas parce que ça existe que... Alors, non, mais un enfant vit très bien avec deux mamans, deux papas, je vous assure. C'est des choses qui arrivent. D'ailleurs, quand vous voyez le nombre de familles monoparentales, je conteste pas, et voilà, et c'est pas des enfants qui vivent mal. Enfin... Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit simplement l'enfant qui veut connaître. Pour ce débat, une dernière question pour cette émission avec Romain Mazneau. Emmanuel Macron a prononcé un grand discours au Collège des Bernardins devant les évêques de France. Qu'est-ce que vous attendriez d'un discours d'Emmanuel Macron sur la laïcité? On a beaucoup parlé de ce discours sur la laïcité qui n'est pas venu. Qu'est-ce que vous attendriez? Un vrai discours pour tenir ces bouts de la laïcité aujourd'hui. Vous savez, il y a une vidéo de Jean-Luc Mélenchon qui est extrêmement populaire et qui a beaucoup tourné. Et cette vidéo, c'est un moment où il dit « foutez-nous la paix avec les religions ». Et pas en disant « nous ne respectons pas les religions ». Au contraire. Mais juste, il y a une majorité de gens qui sont aujourd'hui sans religion. Et je pense qu'il faut arrêter de fracturer la société autour de ces questions. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut, mais notre société organisée, elle doit le faire pour que tout le monde puisse vivre ensemble correctement et pacifiquement. Très bien, merci beaucoup à notre invitée Mathilde Panot. Notre invitée la semaine prochaine sera Annie Genevard, qui est députée Les Républicains et porte-parole des Républicains. Vous pouvez évidemment nous retrouver d'ici là sur les sites internet de KTO, de La Croix, de Radio Notre-Dame. Bonne semaine et à bientôt.